c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI, Canal 15. Ces dernières heures ont tout fait basculer. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, menace directement Donald Trump. L'Iran ne se soumettra à personne, dit-il, et il met en garde les Américains contre des dommages irréparables. Nous savons où se trouve le guide suprême, lui répond Donald Trump. C'est une cible facile et notre patience est à bout. Les Américains vont-ils éliminer Khamenei et anéantir le régime? Nous serons en direct avec Mahmoud Moradkhani. C'est le neveu de l'ayatollah Ali Khamenei, un opposant au régime et donc à son oncle. Il est exilé en France. Peut-il y avoir un soulèvement en Iran si le régime tombe? Nous lui poserons la question. Sur le terrain, pendant ce temps, les commandants américains ont déjà placé leurs troupes en état d'alerte maximale dans les bases militaires américaines représentées en rouge dans la région, car l'Iran ciblerait potentiellement toutes ces bases. Téhéran qui annonce avoir déjà lancé des missiles hypersoniques vers Israël. Quelle est la réalité de l'arsenal militaire iranien? C'est ce que nous verrons, image à l'appui, avec le colonel Pir de Jong dans un instant. Iran, Trump prêt à frapper? C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutons les menaces du guide suprême iranien et la réponse de Trump aujourd'hui. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. 3 mots très simples. Ils sont très simples. Reddition sans condition. Ça veut dire que j'en ai marre, d'accord? J'en ai marre, j'abandonne, on arrête. Ou nous allons faire sauter toutes les installations nucléaires qui sont un peu partout. Reddition ou je frappe. Les mots de Donald Trump sont extrêmement forts. Partons justement aux États-Unis, retrouver nos envoyés spéciaux. Vous le savez, nos équipes sont partout où le conflit se joue. Et on va retrouver Hélène Bonnet avec Éric Josset en direct ce soir de Washington. Bonsoir Hélène. Trump se prépare à frapper l'Iran? Alors d'abord, peut-être Marie-Aline, juste un mot sur le cadre de cette déclaration. Ça fait quand même plusieurs heures qu'on attendait une réaction de Donald Trump, soit une déclaration, soit un message sur ses réseaux sociaux. Et finalement, il a pris la parole dans le jardin de la Maison-Blanche alors qu'il participait à une petite cérémonie. Le cadre était très détendu. Et puis d'un seul coup, les journalistes l'ont interrogé sur la situation en Iran. Est-ce qu'il va frapper? Il a répondu de façon assez ambiguë. Je peux le faire ou peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Déclaration ambiguë aussi sur la situation de l'Iran qui tantôt, dit-il, arrive trop tard pour négocier et qui en même temps lui aurait proposé de nouvelles discussions, de envoyer une délégation à la Maison-Blanche. Mais ce que l'on retient effectivement, c'est cet ultimatum de nouveau lancé par Donald Trump, une capitulation sans condition. Et il a expliqué ce que cela signifiait. Il a dit que l'Iran devait être abandonné et que derrière, nous irions faire exploser les installations nucléaires. Voilà l'objectif de Donald Trump. On comprend que c'est bien l'éradication de ces sites nucléaires. Il n'a pas dit s'il allait lancer les opérations. Il a conclu en disant qu'il n'avait pas non plus donné sa décision au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais qu'il lui avait donné la consigne de continuer ses opérations militaires. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Éric Josset en direct de Washington ce soir. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir le colonel Pir de Jong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant géopolitique pour LCI, vice-président de l'Institut Thémis. Magali Barthès, bonsoir. Bonsoir. Notre éditorialiste international sur LCI. Louis Saillant, bonsoir. Bonsoir. Ancien capitaine dans les forces spéciales et auteur de ce livre, Chef de guerre aux éditions Mareuil. Merci d'être avec nous dans le grand dossier ce soir. C'est désormais un face-à-face Trump, guide suprême iranien qui se joue. L'ayatollah a menacé le président américain il y a quelques heures. L'entrée des États-Unis dans cette guerre se fait entièrement à leurs dépens. Les dommages qu'ils subiront seront bien plus importants que ceux que pourrait subir l'Iran. À l'heure où nos confrères de CNN ont déjà fait savoir que le président Trump est de plus en plus enclin à utiliser des moyens militaires américains pour frapper les installations nucléaires iraniennes, mais aussi, éventuellement, on l'aura compris, à éliminer le guide suprême
iranien. Depuis Washington, aujourd'hui, face à la presse, Trump joue avec les nerfs de Téhéran en disant qu'il ne répond pas. Il ne dit pas quand et s'il va frapper, mais on a bien compris, Magali, que Donald Trump n'a jamais été aussi proche de déclarer la guerre à l'Iran. Complètement. On a vraiment l'impression que le ton a quand même changé dans la bouche de Donald Trump, qui jusqu'à présent semblait encore parler beaucoup de négociations. Là, quand il dit ma patience est arrivée à bout et j'ai dit à Benjamin Netanyahou continue, et qu'il s'associe de plus en plus en disant nous avons détruit les défenses antiaériennes iraniennes, on sent que de plus en plus, finalement, il a récupéré finalement ces frappes israéliennes presque à son profit, et que maintenant c'est presque aussi sa guerre à lui. Et c'est vrai qu'on sent une différence de ton qui est absolument flagrante, et ce qui nous frappe, nous, c'est la désinvolture avec laquelle Donald Trump finalement annonce qu'il va raser les installations nucléaires iraniennes, qui est quand même le dossier qui empoisonne le monde depuis quand même des décennies. Et la désinvolture et le vertige qui peut nous prendre quand on pense aux conséquences de tout ça. Jusque-là, le président américain ne voulait pas aller aussi loin. Alors, qu'est-ce qui l'a fait basculer ces dernières heures? Regardons ensemble ce que dit le New York Times dans leur dernière enquête. Trump souhaitait gérer l'Iran selon ses propres conditions et non celles de Netanyahou, et il avait affiché sa confiance en ses capacités à négocier. Mais il en était venu à croire que les Iraniens le menaient en bateau. Le lundi 9 juin, Trump a téléphoné à Netanyahou. Trump a été impressionné par l'ingéniosité de la planification militaire israélienne. Après avoir raccroché, il a déclaré à ses conseillers « Je pense que nous devrons peut-être l'aider ». Colonel, est-ce qu'on est en train de basculer d'un conflit Israël-Iran dans lequel les Américains étaient impliqués à un conflit États-Unis-Iran? Alors, peut-être, il faut rester prudent, comme on ne sait jamais. La décision est probablement prise, mais à l'heure où on parle, il n'y a pas d'engagement militaire, donc c'est compliqué. Et puis il y a toujours une espèce de, le brouillard de la guerre, comme toujours. Il faut toujours qu'il y ait une espèce d'incertitude, parce que sinon ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'incertitude fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les Américains sont entrés en guerre contre l'Iran. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un appui massif aux Israéliens. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est en phase, à 100% en phase avec Netanyahou. Alors maintenant, c'est les conditions. Parce qu'en plus, je reprends le mot qu'il a utilisé, qui m'a considéré, il va falloir faire sauter toutes les installations nucléaires de ce pays. Bon, je veux dire qu'il n'y a pas plus trivial que cette phrase. Maintenant, les conditions pour faire sauter les centrales nucléaires, c'est simple, il n'y a qu'à regarder une carte, il n'y a qu'à voir le matériel qui est actuellement mis en place, c'est juste colossal. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous mettez 20 avions de ravitailleurs des États-Unis... Ah, mais c'est ce qu'on va voir avec les cartes, justement, avec vous dans un instant. On voit bien qu'on est, en tout cas, au-delà de la dissuasion, au-delà de la force de persuasion. Louis Saillant, il y a un cap qui a été franchi ce soir. Oui, il y a un cap. Alors après, ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que finalement les Israéliens n'ont pas besoin des Américains pour certaines manœuvres? Parce qu'il y a un truc qu'il faut garder en tête, c'est que les Iraniens, alors outre leur doctrine sur laquelle je ne vais pas revenir, mais ils ont quand même tout un volet souterrain qui est colossal. En fait, c'est eux qui ont développé toutes les galeries du Hezbollah. Ils ont importé un savoir-faire de Corée du Nord, pour l'anecdote, pour pouvoir creuser des galeries. Donc en fait, ils ont des installations qui sont sous terre. Ils en ont un très très grand nombre. Donc en fait, cette guerre risque de partir sous terre. Et les Américains le savent, les Israéliens le savent. Les Israéliens sont quand même assez limités. On avait parlé d'une fameuse bombe il y a quelques jours, la fameuse GBU-57, dont seuls les Américains sont possesseurs, qui est un mastodonte. Le truc pèse 13 tonnes. Il y a plus de 2 tonnes d'explosifs à bord. Et en fait, son seul objectif, c'est de pouvoir plonger sous terre, larguer depuis un avion pour frapper en profondeur. Et ça, il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Et même chez les Américains, c'est un outil qui est assez encombrant et limitant, puisqu'il n'y a que 2 avions qui peuvent le porter. Donc c'est des avions stratégiques qui pourraient traverser l'Atlantique pour rejoindre la zone sans souci. Mais ils auraient potentiellement besoin d'eux parce qu'il y a quand même un risque que cette guerre, en fait, elle ait lieu sous terre, avec en plus le risque, si on touche des centrales nucléaires, etc., que les Iraniens le sachent. Ça, c'est un risque secondaire qu'on ne mesure pas tout de suite, mais il y a un risque de prolifération nucléaire. Puisque les Iraniens peuvent très bien se dire, bon, s'ils savent où sont les centrales, ne serait-ce pas une bonne idée de mettre un peu de combustible de côté et donc de commencer à voyager dans ces galeries et à ventiler le matériel un peu ailleurs. On sait très bien qu'ils ont des galeries, ils peuvent aller au Liban sans voir la lumière du jour.
il y a des galeries qui traversent la frontière, il y a tout. Iran, Liban, pouvoir protéger leur stock. Je voudrais vous montrer aussi une image ce soir. Elle nous vient de Tel Aviv. Et regardez ce qui est placardé sur ces immeubles. Mr. President, finish the job. Monsieur le Président, finissez le travail. Voilà ce que ces pancartes disent pour inciter Donald Trump à passer à l'action. Une entrée potentielle en conflit à ses risques et périls. Jade Partouche, bonsoir, vous nous avez rejoint. La dernière guerre américaine au Moyen-Orient, ça s'était plutôt mal passé. Oui, c'était en Irak en 2003, effectivement, et à plusieurs niveaux, cette intervention militaire a été considérée comme un fiasco. En tout cas, effectivement, le bilan est extrêmement controversé. L'objectif initial de cette guerre, c'était quoi ? Renverser Saddam Hussein, empêcher la prolifération d'armes de destruction massive et instaurer la démocratie. Alors certes, assez rapidement, les États-Unis affichent le succès de la capture de Saddam Hussein et l'armée irakienne est quand même pas mal désorganisée assez rapidement. Sauf qu'après le renversement du régime, vient le moment de prouver la présence et l'anéantissement des fameuses armes de destruction massive. On se souvient de cette séquence de Colin Powell qui, à l'ONU, brandit justement cette fiole pour prouver la présence en Irak de substances chimiques dans des armes extrêmement de guerre extrêmement graves qui sont en fabrication, sauf qu'elles n'ont en fait en quelque sorte jamais été trouvées. Aucune preuve formelle n'a été apportée. C'était pourtant la seule justification. Donc les États-Unis se sont retrouvés en Irak sans véritable stratégie. La guerre n'avait pas été suffisamment préparée selon certains experts et le renversement du régime a fait en fait émerger des milices armées désireuses de prendre le pouvoir. On a bien sûr en tête Al-Qaïda. Les États-Unis se retrouvent en fait au milieu de sunnites et chiites qui s'affrontent pour qui profitent en tout cas de la fragilité du pouvoir. C'est quand les chiites prennent le contrôle de Bagdad que les États-Unis commencent à amorcer justement leur retrait et ils disent à ce moment-là avoir réussi à remettre de l'ordre ou en tout cas avoir apporté de la stabilité dans la région. Bilan humain, 4500 morts côté américain et plus de 30 000 blessés, entre 150 000 et 600 000 pertes civiles irakiennes et un coût financier qui est estimé à peu près 2 000 milliards de dollars selon certains experts. Sauf que cette accalmie n'était que ponctuelle parce que l'Irak, après ça, s'enfonce dans une instabilité chronique et le vide laissé par le régime provoque l'émergence de Daesh. On a tous en tête. Il suffit de jeter un œil aux enquêtes d'opinion pour comprendre effectivement à quel point cette guerre n'a pas été acceptée par les Américains. De 76% au début de la guerre, on est passé 4 ans plus tard à 30%. C'est donc la crédibilité de tout un pays qui a été entachée après cette guerre et une méfiance plus générale quant à l'occupation américaine. Et le paradoxe ultime, pour revenir à ce dont on parle aujourd'hui, ce qui est ressorti de tout ça, c'est un Iran renforcé avec une influence iranienne bien plus importante dans toute la région. Merci beaucoup, Jade. Et on comprend bien avec vos chiffres à quel point cette guerre en Irak est un traumatisme pour les Américains, raison pour laquelle l'Amérique, la population est extrêmement divisée, même dans le propre camp des plus fervents soutiens à Donald Trump, ce qu'on appelle les MAGA, les Make America Great Again. En tout cas, que ça plaise ou non, sur le terrain, les commandants américains ont déjà placé leurs troupes en état d'alerte maximale dans les bases militaires de la région, car l'Iran pourrait cibler toutes les bases des États-Unis dans les pays arabes et participant à une attaque. C'est ce que nous allons voir plus précisément justement avec vous, colonel Pierre de Jong. On a cette première carte pour vous permettre de bien resituer. C'est ce qu'on vous montrait hier. Ce porte-avions US Nimitz, donc qui est placé au large de la Malaisie, qui est en route pour rejoindre 2 autres porte-avions, l'US Carl Vinson et le destroyer US Thomas Unner au large de l'Iran. Premier mouvement. Autre mouvement, entre 20 et 30 avions ravitailleurs américains que nous montre Flight Radar qui sont déjà en route pour le Moyen-Orient et ils ont déjà fait hier une étape intermédiaire au Royaume-Uni avant de repartir. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Eh bien, regardez un autre indice qui nous montre que les Américains se préparent à la guerre. Il y a ces 4 bombardiers lourds, 1, 2, 3, 4, qui se trouvent désormais sur cette base américaine de l'île Diego de Garcia dans l'océan Indien.
4 bombardiers lourds. Une base américaine qui se trouve à 5200 km de l'Iran et du site de Fordo, le site nucléaire stratégique que vous allez voir sur l'autre carte. Alors, colonel, pourquoi un tel positionnement? Pourquoi ces bombardiers lourds sur l'île de Diego Garcia? Alors pour une raison très simple, c'est qu'en fait cette île est une île à l'origine qui était mauricienne. Les Britanniques ont chassé les populations et en fait ont installé une base. Et ils l'ont prêtée, donnée aux Américains depuis quelques années. Donc c'est une base, c'est une île, donc c'est l'île des Chagos. Sur cette île, il n'y a pas un seul habitant, il n'y a que des militaires. J'y étais une fois à l'occasion de mes activités à l'île de la Réunion. J'ai eu l'occasion d'y aller. C'était vraiment très compliqué pour y aller. Totalement secret, totalement confidentiel. Les Américains sont très touchy sur le sujet. Ça leur plaît pas d'avoir quelqu'un comme moi qui se promène sur la base. Et en fait, c'est une base, c'est une île base. Donc là-dessus, on peut stocker des tonnes de matériel. Donc en fait, c'est un peu la base arrière d'un dispositif global mondial qui traite à la fois de l'océan Indien, mais bien évidemment toute la partie de l'Afrique, le Moyen-Orient, bien évidemment, et même sur l'Asie. Donc on voit bien qu'on est à la poignée de l'éventail. On est dans une zone fondamentale qui, en fait, vous êtes à égale distance, en fait, de l'Afrique et de l'Asie. Ça permet de passer par les détroit de Malacca, éventuellement rejoindre. Donc, encore une fois, c'est stratégiquement important. Du coup, cette base est fondamentale. Pourquoi? Parce que vous mettez n'importe quel avion. Là, c'est les B-52 qu'on a vus. Il y en avait 4. Les B-52, c'est les gros porteurs qu'on évoquait il y a quelques minutes. Donc, il n'y a que 2 avions capables de porter, comment dire, la grosse bombe, le GBU-57, qui fait comme 13 tonnes. Voilà, ce sont ces méga-bombes qui seules pourraient détruire le site nucléaire de Fordo que l'on voit ici au nord. Pour percer, le problème, il faut l'avion. Alors, on a pu imaginer à un moment donné, très concrètement, que les Américains donnent ou prêtent cette bombe aux Israéliens, mais les Israéliens n'ont pas cette bombe. Donc, et là, je rejoins le discours du président Trump tout à l'heure, lorsqu'il dit qu'il faut frapper pour détruire, pour détruire les installations, il faut bien avoir la bombe, et comme il faut la bombe, il faut les avions, et l'avion, il faut le pilote. Donc vous avez un avion américain avec le drapeau américain sur la cabine de pilotage. Donc là, évidemment, si c'est les Américains qui vont bombarder les installations nucléaires, évidemment, les Américains seront engagés. Et c'est ça le sujet. Donc c'est ça. Et tous les avions qu'on voit, concrètement, les 20 ravitailleurs peuvent servir, parce que les distances de 5200 km, c'est une grande distance, même si ces 2 avions, le B-2 furtif et le B-52, qui est un vieil avion, mais qui vole extrêmement haut, qui est quasiment indétectable et intouchable, avec une artillerie solaire. Donc bilan, c'est ces 2 avions qui peuvent porter. Comme ils ont une capacité de 30 tonnes, ce qui veut dire que chacun de ces avions peut emporter 2 bombes. Emporter 2 bombes. Voilà, donc c'est ça le sujet. Avec une grande autonomie aussi, ça vole 14 000 km sans ravitaillement. Oui, ça vole quasiment. En fait, ces 2 engins, c'est les vecteurs de l'armement nucléaire américain, la dissuasion américaine. Alors, les Américains ont d'autres moyens, d'autres vecteurs, les sous-marins nucléaires, sorte d'engins. Et ça, c'est la partie aérienne. Qui date de Mathusalem. C'est les années 50, le B-52. Mais c'est l'avion qui est extrêmement fiable, qui a servi pendant la guerre du Vietnam pour bombarder, parce qu'il y a une capacité de 32 tonnes d'armement. C'est colossal. Donc on peut en mettre des bombes, et entre autres, vous pouvez mettre les 2 fameuses bombes, et le B-2, même chose. Donc là, le B-2, on sait que le B-2, il y en a 5 ou 6 qui ont été positionnés à Diego Garcia, plus les 4, on est sur un modèle de 10 avions capables éventuellement de, les bombarder. Maintenant, pourquoi il y a des ravitailleurs également? Oui. C'est qu'on peut supposer qu'autour de cette armada... On peut revoir la carte des ravitailleurs. Exactement. Entre 20 à 30. Et justement, pour protéger ces avions-là, soit les Américains, à partir des porte-avions, vous allez avoir des F-16 qui vont décoller, par exemple, ou des F-22, parce que les F-22, c'est un avion pour détruire d'autres avions, pour faire court, pour être pas trop technique, ce qui veut dire qu'il faut protéger les avions bombardiers. C'est toujours comme ça. Donc on va créer autour de ces avions bombardés tout un environnement d'avions pour protéger les avions. Ce qui veut dire quoi? Les petits avions de chasse, pour faire court, n'ont pas la même autonomie en distance. Donc il va falloir les ravitailler. Ce qui veut dire que le jour où ça va décoller, tout ça, vous avez des bombardiers qui vont partir un peu partout, globalement Diego Garcia, et tout ça, ça va se rejoindre quelque part au milieu de l'océan Indien, et ils vont arriver au dernier moment, et ça, il sera protégé. J'imagine également que les Israéliens ne sont pas très loin, parce qu'eux maîtrisent parfaitement la partie brouillage, il y a toute une partie, je dirais, guerre électronique autour de ça, et les Israéliens sont extrêmement forts dans ce domaine-là. Donc on voit qu'en fait, quelque part, il faut créer cet environnement très, très technique, et c'est pour ça qu'en fait, très concrètement, les Américains, à mon avis, ont décidé quelque chose, et là, ils sont en train de le mettre en œuvre. Et pourquoi Trump est rentré rapidement du G7 parce qu'on lui a dit, voilà, phase 1, phase 2, chef, on fait comme ci, comme ça, 14 avions, 8, 9, voilà. Et donc il a dit oui, et probablement il a dit oui, parce qu'il vient de le dire directement à la télévision. Évidemment, la décision est imminente. On va continuer évidemment d'en parler. On va s'intéresser à l'arsenal nucléaire iranien, et nous serons également en direct avec Mahmoud Moradkhani, qui est le neveu de l'ayatollah Khamenei, un opposant au régime,
régime, donc à son oncle, exilé en France. Il alerte sur l'ambition du guide suprême. Peut-il y avoir un soulèvement en Iran si le régime tombe? Évidemment, nous lui poserons la question. Restez avec nous en direct sur LCI, Canal 15, dans le grand dossier. Vous êtes bien devant le grand dossier intitulé ce soir « Iran, Trump est-il prêt à frapper ?» Téhéran annonce avoir tiré des missiles hypersoniques vers Israël. Quelle est la réalité de l'arsenal militaire iranien? C'est ce que nous verrons, cartes et images à l'appui, avec le colonel Pierre de Jong dans un instant. Nous serons également en direct avec Mahmoud Moradkhani. C'est le neveu de l'ayatollah Khamenei, un opposant au régime et donc à son oncle. Il est exilé en France depuis des années et il alerte sur l'ambition du guide suprême de s'étendre dans toute la région. Nous lui poserons des questions dans un instant, mais d'abord les principaux titres de l'actualité. À la une, en pleine escalade de tensions entre l'Iran et les États-Unis, ce conseil de défense en France qui se déroule actuellement à l'Élysée, un conseil présidé par Emmanuel Macron. La réunion se tient à huis clos et il y aura sûrement un communiqué à l'issue de cette réunion que nous vous transmettrons évidemment sur LCI. Dans l'affaire des airbags défaillants Takata, après 18 décès et 25 blessés en France, le ministre des Transports demande l'immobilisation de toutes les Citroën C3 faisant l'objet d'un rappel. En cause, ces airbags défaillants du fabricant Takata. Dernier accident mortel en date, celui d'une femme de 37 ans dont l'airbag avait explosé sur l'autoroute à Reims il y a une semaine. Elle n'avait jamais reçu la lettre recommandée envoyée fin mai par Citroën. 82 000 voitures sont concernées en France. Et enfin, c'est une première mondiale. Netflix diffusera les chaînes et contenus de TF1 en France en 2026. 10 millions de foyers sont abonnés. Un partenariat inédit qui a été signé entre les deux groupes. Netflix n'avait encore jamais ouvert sa plateforme à un autre opérateur. Les 5 chaînes seront donc disponibles, tout comme la plateforme TF1+, sans quitter l'environnement Netflix. Voilà.